même heure à Bamako. Le journal. Nya Aliou Traoré. Nous sommes jeudi 24 octobre. Bienvenue dans la grande édition de la mi-journée de la Radio Nationale. Bonjour à tous et merci de nous écouter. Au sommaire de ce journal, le renouvellement de la licence de la Sotelma pour 160 milliards de francs CFA. Notre pays est actionnaire à 56% et tous les travailleurs conservent leurs emplois. Pour plus d'explications sur cette décision arrêtée lors du Conseil des ministres de ce mercredi, on écoutera dès l'entente de ce journal le ministre de la Communication et de l'Économie numérique, Al-Hamdou Ag Ilien. Plein emploi pour les jeunes du Mali, les autorités de la transition plus que jamais engagées. La 14e édition de l'opération Permis de conduire est lancée. 150 jeunes de Kita, Koutiala et Bamako bénéficieront de ce programme. L'initiative est du ministère de l'Entrepreneuriat national à travers la Direction nationale de l'emploi. Dans cette édition, je vous amènerai en Colombie où se poursuivent les travaux de la COP16, précisément à Cali. Notre pays est représenté par le ministre de l'Environnement, Mamadou Samaké, qui a d'ailleurs co-animé un panel organisé par la Banque mondiale. Il parlait de restauration des terres dégradées, un sujet qui nous concerne avec 400 000 hectares de terres restaurées dans 8 régions du Mali. Nos envoyés spéciaux en Colombie sont Siaka Konaté et Tayeb Adjawakoya. Dans l'actualité des sports, il sera développé par Abdul Karim Kaba et bien sûr, nous ne quitterons pas sans parler de votre chronique judiciaire qui s'intéresse aujourd'hui au tribunal ecclésiastique. Oui, l'Église catholique dispose d'une structure interne pour rendre justice et il existe depuis 1990. Garibou Pérou nous en dira plus. Voilà pour le sommaire. Merci de nous rejoindre. Et si vous êtes à table, bon appétit. Un mot du temps qu'il fait sur la capitale ainsi que quelques grandes villes sur Bamako. 29 degrés, le ciel est dégagé avec un risque de pluie dans l'après-midi. À Ségou, 32 degrés Celsius. Sur Sévaré et Caille, enregistré 34 degrés Celsius. 160 milliards de francs CFA, c'est le coût d'acquisition de la nouvelle licence de la Sotelma. Ce renouvellement pour la deuxième fois octroie à l'État malien 56% des actions. La décision a été arrêtée lors du Conseil des ministres de ce mercredi, présidé par le général d'armée Assimi Goïta. Entre autres clauses à retenir de ce renouvellement, tous les travailleurs conservent leurs emplois. Le Mali obtient le poste de DGA et celui du directeur administratif financier et la licence est renouvelée sur une période de 15 ans. Pour en savoir davantage, je vous propose d'écouter le ministre de la Communication et de l'Économie numérique, Al-Hamdou Ag Ilien, est au micro de Souleymane Kenza Sidibé. Donc, sur instruction du président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, une commission a été mise en place sous ma présidence. Donc, nous avons procédé à une évaluation du cahier des charges, à une évaluation du pacte d'actionnaires et nous en avons élaboré de nouveaux qui prennent en compte toutes les préoccupations anciennes et puis aussi la correction pour vraiment améliorer le fonctionnement de la société à partir de cet instant. La licence, d'abord, je dois avouer qu'elle a été cédée à 160 milliards de francs CFA, ce qui dans la sous-région est extrêmement important et rare. Et puis l'État malien devient actionnaire avec 56% et ces actions sont gratuites parce que le Trésor public malien ne va pas débourser un franc pour cela. Nous avons aussi l'avantage de garder le personnel, n'est-ce pas? Nous allons améliorer, n'est-ce pas, les conditions de travail du personnel. Il y aura une amélioration en ce qui concerne les investissements et puis la régularisation progressive aussi du statut des travailleurs. Nous avons obtenu le poste de directeur général adjoint pour l'État du Mali. Nous avons aussi obtenu pour l'État du Mali le poste de directeur administratif et financier, les responsables de l'audit, n'est-ce pas, et les responsables du DRH, n'est-ce pas. Aussi, notre président du conseil d'administration va avoir beaucoup plus de pouvoir parce que maintenant, il représente quand même une partie qui est majoritaire, ce qui n'était pas le cas avant. Exprimer notre profonde gratitude à son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, dont l'implication personnelle a permis à plusieurs reprises de débloquer certaines entraves.
Voilà, c'était là le ministre de la Communication, Al-Hamdou Ag Ilien. Il est au micro de Suleiman Keza Sidibé. Employabilité et entrepreneuriat, les deux vont de pair et les autorités de la transition plus que jamais engagées dans ce processus. Ouais, oui, elles sont pour le plein emploi des jeunes au Mali et la 14e édition de l'opération Permis de conduire est l'une des réponses de cet engagement. Pour l'édition 2024, ils sont 150 jeunes de Kita, Koutiala et Bamako qui bénéficieront de ce programme. L'initiative est du ministère de l'Entrepreneuriat national à travers la Direction nationale de l'emploi. Elle s'inscrit dans le cadre du programme national d'action pour l'emploi en vue de réduire la pauvreté et contribuer à atténuer le taux de chômage au Mali. Le compte-rendu de la cérémonie de lancement, c'est avec Tchemoro Konati. Coup d'essai en matière de conduite d'automobile pour Caleb Dougnon, étudiant à la faculté des sciences économiques et de gestion. Dans cet exercice, il s'est fait assister par un agent qualifié de l'auto-école Kanaga. Ainsi, c'est parti pour la 14e édition de l'opération Permis de conduire au bénéfice de 150 jeunes de Kita, Koutiala et Bamako. Opération qui consiste à leur enseigner les règles de bonne conduite contenues dans le code de la route. Anna Guino, agent de l'auto-école Kanaga. Nous allons faire les signalisations. Donc dans les signalisations, nous avons ce qu'on dit les signalisations verticales. Il y a les panneaux de danger, il y a les panneaux d'obligation, il y a les panneaux d'indication et interdiction. Il y a les feux tricolores, il y a les balises. L'autre partie de la signalisation routière, c'est qu'on dit signalisation horizontale. Donc les marquages au sol. Donc, à l'aide de ça, on parvient à lire sur le goudron qu'est-ce qui a été dit. Donc vers quel côté on peut se déplacer, vers quel côté on doit se positionner, comment se comporter sur la route. Après la phase théorique, suivra celle de la pratique. Cette opération se situe dans le cadre du Programme national d'action pour l'emploi en vue de réduire la pauvreté. Une initiative qui cadre avec les objectifs assignés au mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion et contribue à absorber le taux de chômage des jeunes. Bagayoko Aminata Traoré, ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle. Elle vise à doter de permis de conduire les jeunes apprentis chauffeurs qui pour la plupart apprennent le métier de chauffeur sur le tas. Faute de moyens, ces jeunes restent très longtemps au stade d'apprenti sans pouvoir passer leur permis de conduire. Il s'agit à travers les différentes activités de favoriser la promotion et la création d'emplois des couches vulnérables. Pour ce qui concerne les frais d'inscription, de formation et d'examen pratique pour la délivrance du permis de conduire, ils sont assurés par le budget d'État. L'ensemble du processus s'étendant sur environ 3 semaines. Écho de nos régions, je vous amène sur les pas du gouverneur de la région de Mopti, le général de brigade Abbas Dambélé, en mode prévention. Accompagné d'une délégation d'experts, il était au niveau du pont d'irrigation de Pondaga de l'officerie Mopti. Malheureusement, face à la pression de l'eau du fleuve Niger, la 5e vanne de l'ouvrage a cédé. Plus de 6000 hectares de riz sont menacés avec des risques d'inondation de l'ensemble de la partie nord de Mopti. Que faut-il faire pour minimiser les dégâts? C'est à cet exercice que le gouverneur et son groupe d'experts cherchaient à trouver réponse, nous dit notre correspondant sur place, Omar Maïga. Réalisé depuis 1972 pour l'irrigation des plaines rizicoles du casier Mopti nord de l'officerie pour nourrir des bouches, l'ouvrage de Pondaga d'irrigation de 10 passes ou 10 vannes a vu son 5e vanne centrale céder face à la pression de l'eau du fleuve Niger à 2,70 m de hauteur et devient du coup une menace sérieuse pour la campagne 2023-2024 en termes de submersion d'environ 6600 hectares et d'inondation de la partie nord de Mopti. Et c'est à pas de course que le gouverneur de la région de Mopti, le général de brigade Abbas Dambélé, à la tête d'une importante délégation régionale et des techniciens du domaine, s'est rendu sur les lieux. Le général de brigade Abbas Dambélé, gouverneur de la région de Mopti. On a été alerté par les populations, une population très consciente de la sinistralité de cette tragédie, dans la mesure où il y a environ plus de 7000 hectares qui sont menacés pour plus de 16 000 à 20 000 tonnes de production. Imaginez déjà que nous sommes dans un état de catastrophe naturelle décrété par les plus hautes autorités du pays et que cette tragédie survienne. Mais avec le recul, on peut même se dire que nous sommes dans la limite de tolérance des ouvrages réalisés depuis 1972. Malgré l'entretien périodique de l'office, ces ouvrages, nous sommes vraiment dans la limite de tolérance. Face à la menace sérieuse et aux conséquences, les populations de plus de 11 villages se sont mobilisées avec des techniques locales entre autres, l'usage des branches d'arbres et des sacs remplis de latérite pour amoindrir les effets de la pression de l'eau.
La promptitude de la population est à féliciter. Essayer de maîtriser, de circonscrire dans une moindre mesure, il y a cet ouvrage. Mais en amont, il y a un autre ouvrage qui irrigue plus de 5000 hectares. Et aujourd'hui, il nous faut, avec cette tragédie, entretenir ou même remplacer les ouvrages existants. La population de rester calme, qu'elle est consciente de la sinistralité et qu'elle sait les enjeux et les défis qui se posent. C'est pourquoi elle est intervenue avant même notre intervention. L'élan de mobilisation des autorités régionales et des populations se poursuit activement sur le terrain, mais des mesures d'urgence s'imposent pour d'une part sauver la campagne agricole 2023-2024, mais aussi sauver des vies. Mopti Oumar Meiga, Leman Tepsigé pour l'ORTM. À présent, l'actualité à l'international. Au Niger, le peuple est en deuil. L'ex-premier ministre et ancien président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou, n'est plus. Il s'est éteint hier à l'âge de 74 ans au Niamey. Sa disparition marque la fin d'un parcours politique riche et engagé, jalonné de nombreux postes de responsabilité et de moments clés dans l'histoire du pays. Né en 1950, Hama Amadou a été premier ministre à 2 reprises, dirigeant le pays à travers des périodes politiques cruciales. Le Tchad et la Centrafrique s'engagent à mutualiser leurs efforts pour la sécurisation de leurs frontières. Les chefs de la diplomatie des 2 pays se sont rencontrés à Bangui pour signer un accord dans ce sens. C'est une nouvelle preuve de décrispation entre les 2 pays après la réouverture du point de passage de Sido fin mai dernier, après 10 ans de fermeture. 2 jours de réunion pour les représentants des 2 pays de se promettre de poursuivre le rapprochement et d'approfondir les coopérations commerciales et agricoles. Remaniement au Nigeria, le président Bola Tinubu a remercié 5 de ses ministres et a nommé 7 nouveaux dans le gouvernement. Ce remaniement intervient dans un contexte d'aggravation des difficultés économiques et de frustration à l'égard de l'administration du pays. Je vous rappelle que le président Tinubu a pris ses fonctions l'année dernière et a introduit des réformes visant à réduire les dépenses publiques et à consolider les investissements étrangers en baisse. En RDC, le président Félix Tshisekedi séjourne en ce moment dans le nord-est du pays, à Kisangani. Dès son arrivée, le chef de l'État congolais s'est adressé à la population lors d'un meeting. Dans son discours, le président a abordé les questions sociales et sécuritaires, mais surtout il a annoncé la révision de la constitution congolaise. Selon lui, cette constitution a été mal rédigée. Il estime que plusieurs articles de la loi fondamentale de 2006 méritent modification, même les articles limitant les mandats du chef de l'État. En Russie, le premier ministre éthiopien a rencontré hier le président Vladimir Poutine lors du sommet des BRICS+. Le chef de l'État russe a exprimé sa gratitude pour le soutien d'Addis Abeba à son pays en pleine confrontation avec le reste de l'Occident. Les pays du Sud ont intensifié leur pression en faveur d'un nouvel ordre mondial. Et bien sûr, nous allons rester à l'international pour aborder ce taux de grand titre de notre édition. La COP16 se poursuit à Cali, en Colombie. Le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a co-animé un panel organisé par la Banque mondiale sur la restauration des terres dégradées. Mamadou Samake a échangé avec les participants sur les projets en cours au Mali, dont le projet de restauration des terres dégradées d'un coût de 90 milliards de francs CFA, financé par la Banque mondiale. Rappelons que le PRDT a pour objectif de restaurer 400 000 hectares dans les 8 régions du Mali où il intervient. Retrouvons nos envoyés spéciaux en Colombie, Siaka Konaté et Taïeb Adjawakoui. À la faveur d'un panel organisé par la Banque mondiale, les ministres en charge de l'environnement s'adressent à l'assistance en anglais pour partager avec elle l'expérience du Mali en matière de restauration des terres dégradées. Le Mali qui prévoit de restaurer 2 millions d'hectares, dont 400 000 à travers le projet de restauration des terres dégradées, PRTD, financé par la Banque mondiale à hauteur de 90 milliards de francs CFA pour 7 ans. Mamadou Samake, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Le PRTD, le projet de restauration des terres dégradées, est une des réponses à cette problématique et se place aussi dans ce cadre-là. Parce que restaurer des terres dégradées, c'est non seulement protéger l'environnement à travers de l'agroforesterie et d'autres activités connexes qui accompagnent l'agroforesterie, mais c'est aussi créer des emplois, c'est créer des devises
pour l'État à travers les produits de cette agroforesterie qui sont exportés ou qui sont transformés sur place. C'est créer de la valeur ajoutée pour l'État aussi, à travers les impôts qui seront collectés lorsqu'il y a de la transformation. Et c'est créer aussi de l'espoir pour les communautés locales qui bénéficient de ces projets-là et tout en luttant contre l'immigration. Pour la réussite de ces projets, des défis sont à relever, notamment la croissance démographique, la maîtrise de l'eau et la mobilisation des ressources financières. Mamadou Samaki. La clé de réussite de tout projet de dégradation des terres, c'est la mobilisation des ressources en eau, la maîtrise de l'eau, notamment à travers la petite irrigation que nous sommes en train de promouvoir. Nous avons aussi des défis de financement, parce que ces projets aussi mobilisent des financements et des financements à long terme. Autre défi à relever, l'extension du PRDT à l'ensemble du pays. Pour le moment, il couvre 8 régions et la Banque mondiale est prête à accompagner le Mali pour atteindre cet objectif. Paola Agostini, économiste principale à la Banque mondiale. On a un partenariat avec le Mali. On est là pour rester, pour travailler ensemble, pour voir comment on peut faire parce que cette terre dégradée, il va en retrouver son productivité. Parce que ça va arriver encore, parce qu'il ne doit pas avoir des migrations des jeunes dans les zones urbaines, parce qu'il y a moins de conflits entre les agriculteurs et les éleveurs. On est vraiment là et on met tout ce qu'on a à le service du Mali. Selon les ministres en charge de l'environnement, pour la réussite de ce projet de restauration des terres dégradées, il faut l'implication de tous les acteurs, notamment les jeunes et les femmes. Kali, Chaka Konate et Tayeb Adjabiakoui pour l'ORTM. Vous l'aurez compris, nous allons parler du sport. La leçon du sport de ce jeudi s'intéresse au tapis qu'utilisent les escrimeurs. Dans le reste de l'actualité, le football avec la 3e journée de groupe de la Ligue des champions d'Europe qui a pris fin hier mardi. Sur le continent, le tournoi IFOA A des moins de 17 ans Sénégal 2024 domine l'actualité. Donc on va voir tout ça avec Abdul Karim Kaba. Football, le tournoi UEFA A des moins de 17 ans Sénégal 2024. Les cadets maliens ont dominé hier la Sierra Leone 1-0. Juste après cette rencontre, la Mauritanie et la Guinée-Bissau se sont neutralisées 0 partout. Prochaine sortie du Mali, ce sera samedi contre la Guinée-Bissau. Le tournoi UEFA A des moins de 17 ans Sénégal 2024 a démarré mardi à Thiès au Sénégal. Le Mali est dans le groupe B. Le tournoi est qualificatif pour la CAN de la catégorie. Toujours football, cette fois-ci en Europe, les matchs de la 3e journée de groupe de la Ligue des Champions se sont achevés hier. Entre autres résultats, le choc de la soirée a vu la victoire du FC Barcelone 4-1 face au Bayern Munich. L'Atlético de Madrid s'est incliné 1-3 devant Lille. Même score entre Benfica de Lisbonne et Feyenoord Rotterdam. Manchester City gagne 5-0 face à Sparta Prague. RB Leipzig a été battu 0-1 par Liverpool. Red Bull Salzbourg a été battu 0-2 par Dynamo Zagreb. Inter Milan en déplacement s'impose par le minimum d'1-0 devant Young Boys. 0 partout, c'est le score qui a sanctionné la rencontre entre Atlanta et Celtic. Et le stade brestois a fait match nul 1 partout avec Bayer Leverkusen. La leçon de sport pour terminer, la leçon de sport de ce jeudi s'intéresse au tapis qu'utilisent les escrimeurs. Contrairement aux autres disciplines de combat, l'escrime se pratique sur un tapis couvert d'aluminium et mesure 14 mètres pour une valeur d'environ 4 millions de francs CFA. Isaac Tienou nous en parle dans la leçon de sport du jour. Pour la pratique de l'escrime, il est nécessaire d'avoir une piste. Cette piste mesure 14 mètres de longueur et 1,5 m de largeur. Un matériel électrique relié au tapis assure l'affichage des touches. Le président de la Fédération malienne d'escrime précise, Abdoulaye Bouzromé. Je sais que dans les autres sports de combat comme le taekwondo et puis le karaté, c'est des tapis. Et l'escrime se pratique sur une piste métallique, une piste en aluminium. Puisque toutes les touches sont schématisées par l'électricité, il faut absolument que cette piste elle soit isolée. Donc cette piste est isolée à travers un appareil qui est l'appareil de signalement posé juste à côté et qui marque les touches. Il n'est pas permis de sortir de la piste d'escrime au cours d'un combat et surtout sur la ligne de fond. Cette sortie entraîne une sanction. Lors de l'assaut, vous verrez que
les athlètes, les combattants ne peuvent pas quitter ni latéralement ni sur la ligne de fond. Lorsque vous quittez la ligne de fond, c'est comme si vous avez pris une touche. On vous montre un carton rouge et ces cartons rouges-là schématisent une touche. Par contre, si les limites latérales de la piste sont franchies, les adversaires doivent se mettre en garde. Abdoulaye Bouzroumé. Et lorsque vous quittez latéralement, ça c'est permis, mais lorsque vous enclenchez une action offensive et que vous parvenez à toucher dans votre élan et que vous sortiez, n'est-ce pas, de la piste de façon latérale, cela est toléré, mais c'est un acte technique qui obéit à certaines règles. Une prise d'escrime peut coûter 4 millions de francs CFA. Voilà, il y a également dans l'actualité sportive le démarrage de la Coupe du numérique cet après-midi, une coupe qui a comme parrain le DG de l'ORTM, Hassan Baba Djombélé, et vous pourrez suivre l'événement sur la chaîne 2, la 95.2. Chronique judiciaire. L'Église catholique dispose d'une structure interne pour rendre la justice. Jusqu'ici, elle est très peu connue, c'est le tribunal ecclésiastique. Comme dans chaque église diocésaine, Bamako a son tribunal ecclésiastique interdiocésain de première instance. Il a été constitué en 1990 par les évêques des 6 diocèses du pays. Le tribunal ecclésiastique ne se substitue pas aux cours et tribunaux du pays. Sa compétence n'est pas étendue. Elle a naturellement autorité sur les fidèles chrétiens catholiques. Comment fonctionne-t-il? Qui peut s'en saisir? Allons comprendre son fonctionnement avec Garibou Pérou. Sans prison ni aspect répressif, nous sommes au tribunal catholique de première instance de Bamako. Interne à l'église, ce tribunal fait référence à la Bible. C'est Saint Paul qui a recommandé aux chrétiens de Corinthe d'éviter de soumettre leurs litiges à des personnes externes à la communauté. C'est une pratique qui remonte à l'Antiquité, organisant de cette façon les chrétiens catholiques. Sœur Johanna Colombo juge. La première lettre aux Corinthiens au chapitre 6, il dit « Quand l'un de vous entre en conflit avec un frère, comment ose-t-il demander justice à des juges païens au lieu de s'adresser aux membres de la communauté? Il y a sûrement parmi vous au moins un homme sage qui soit capable de régler un conflit entre frères. » Bon, Saint Paul parle de tribunaux païens parce qu'on était dans l'Antiquité et on était dans l'Empire romain, donc la société était considérée païenne. Qui dirige ce tribunal qui rend les actes du procès authentiques d'une juridiction où c'est la repentance et la spiritualité qui occupent les premières places? La direction dépend du type du tribunal. Si c'est tribunal local diocésain, c'est l'évêque diocésain qui est le responsable dernier et qui se fait aider par un prêtre, normalement, qu'on appelle vicaire judiciaire. C'est celui qui dirige concrètement au nom de l'évêque le tribunal. Il y a des tribunaux interdiocésains, comme le cas du Mali. Alors, c'est toute la conférence des évêques qui a la responsabilité et qui nomme un d'entre eux comme modérateur de ce tribunal. Et pour ce qui concerne les 3 tribunaux universels apostoliques, c'est le Saint-Père, le Pape. Les activités de ce tribunal sont précises. Elles se limitent en partie au contrôle du respect des lois ecclésiastiques. Le canon 1401 de droit propre et exclusif, l'Église connaît des causes qui regardent les choses spirituelles et celles qui sont connexes. Et deuxième aspect, la violation des lois ecclésiastiques et tous les actes qui ont un caractère de péché en ce qui concerne la détermination de la faute et l'infliction de peines ecclésiastiques. Donc pour l'Église, c'est plutôt d'intervenir sur les droits et les devoirs fondamentaux des fidèles, s'il faut, selon les demandes des fidèles eux-mêmes, à l'intérieur de l'Église. Il ne touche pas des éléments extérieurs. Ici, les procédures pénales sont heureusement moins nombreuses. Les délits dans l'Église sont comme par exemple avoir des opinions contre la foi ou contre des aspects de la foi, enseigner par exemple, ou des activités ou des comportements contre l'obéissance à l'autorité.
toujours très grave. Ça peut être, comme par exemple un homicide. Puisque le divorce n'existe pas, comment se déroule donc une cause de nullité d'un régime matrimonial? L'unique cause de dissolution est la mort de l'un des conjoints. Mais par exemple, s'il y a une maladie psychologique présente au moment de l'échange du consentement, même si cachée ou pas encore explosée de manière grave, il y a un mariage forcé, il y a le mensonge grave. Pour éviter l'échec, il faut aller à l'école du mariage avant de s'engager. Le tribunal dont il est question ne concerne que les fidèles catholiques. Ils sont citoyens d'un État qui a ses principes pour le bien commun de la société. En tant que tel, en dépit de l'existence d'un tel tribunal, les catholiques se soumettent aux normes nationales. Voilà, merci Garibou Pérou pour tous ces détails. Il est 13h passé de 26 minutes. C'est la fin de cette édition qui vous a été présentée par Nyanya Alou Traoré. À la mise en onde, la belle Absé Traoré et Fousséni Sissoko. La mise en ligne était assurée par Mohamed Koulibaly. La réalisation Draman Sanogo, le tout sous la coordination de Ousmane Daou. Et juste après moi, les avis communiqués avec Kani Keita. Un grand merci donc à tous nos auditeurs, particulièrement ceux de Kenyuroba, Kangaba et Koutiala.